Nous sommes bel et bien à l'hôtel Béatrice dans la ville-province de Kinshasa où se tient la première présentation des indicateurs du 3e enquête démographique et de santé organisée par le vice-premier ministre, ministre du Plan, Guilhem Nyembo. Ces données-là permettront aux politiques, n'est-ce pas, de prendre des mesures afin d'atteindre ce qu'on appelle le bien-être. Vous avez compris là, vous allez le suivre ensemble avec moi, tout ce qui va se passer. Il y aura le VPM, le DG de l'INES et enfin le chef de ces 3e enquêtes démographiques et de santé en République démocratique du Congo, le professeur Lututala, prendra aussi la parole. Vous allez suivre ensemble avec nous. Nous vous disons merci de continuer à nous suivre sur la chaîne nationale congolaise. Ministre de l'économie nationale. Excellence, Monsieur le vice-premier ministre, ministre du Plan et de la coordination de l'aide au développement. Excellence, Madame le Mineta, ministre d'État, ministre de l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté. Excellence, Madame le ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire. Excellence, Monsieur le ministre de la Communication et Médias. Distingués invités à vos titres et qualités respectifs. L'Institut national de la statistique est très honoré de votre présence à la cérémonie de la présentation du rapport des indicateurs clés de la 3e enquête démographique et de santé. C'est avec un réel plaisir que nous vous souhaitons la bienvenue dans ce beau cadre de l'hôtel Béatrice. L'événement qui nous réunit aujourd'hui est l'aboutissement d'un long processus de planification, de collecte de données et de production des indicateurs clés de l'EDS-RDC 3. En effet, il ne suffisait pas de décider la réalisation de cette enquête, encore fallait-il relever l'énorme défi de la conduire jusqu'au bout et avec succès. Notons que la collecte a eu lieu dans un contexte électoral marqué par l'insécurité dans certaines provinces et l'état de délabrement des voies de communication sur l'ensemble du territoire national. L'EDS a enregistré un cas de décès par noyade d'un agent de terrain. Nous vous invitons à observer 1 minute de silence en sa mémoire. Nous pouvons nous mettre debout durant 1 minute. Le rapport des indicateurs clés de l'EDS RDC 3 qui sera présenté tout à l'heure est disponible depuis le début du mois de juillet 2024. Il est le premier livrable de cette enquête d'envergure nationale. Les résultats de l'EDS constituent des indicateurs essentiels qui permettront aux décideurs, autorités nationales, provinciales et locales, de prendre les décisions éclairées afin de planifier des interventions appropriées pour améliorer la santé et le bien-être de la population. Nous nous réjouissons d'avoir relevé le défi et profitons de l'occasion pour remercier l'équipe de gestion qui a gagné le pari. Excellence, Monsieur le vice-premier ministre, ministre du Plan et de la coordination de l'aide au développement. Excellences, Mesdames et Messieurs, les membres du gouvernement, Mesdames et Messieurs, à vos rangs et titres respectifs, distingués invités, avant de terminer notre propos, nous tenons à remercier tous ceux qui ont concouru à la réalisation de cette enquête nationale. Plus particulièrement au gouvernement de la République et tous les partenaires techniques
et financiers qui ont doté l'INS d'importants moyens financiers, matériels et techniques pour le succès de cette enquête. Merci de votre aimable attention. L'Institut national de la statistique, les soins prénatales et postnatales et les conditions d'accouchement, des données sur le travail des enfants et des femmes de 15 à 49 ans par le biais des tests d'hémoglobine, la prévalence du paludisme par le biais d'un test rapide également qui a été effectué sur le terrain, et de la rougeole chez les enfants de 12 à 59 mois, la prévalence du VIH chez les femmes de 15 à 49 ans et chez les hommes de 15 à 59 ans par le biais d'un test rapide. L'échantillon a été tiré de manière telle que les données qui sortent de cette enquête, 80 GAP, et au second degré, nous avons sélectionné 34 ménages de zones de 15 à 59 ans. On a recherché les informations suivantes. D'abord, tous les membres du ménage et identifier leur nature, sexe, résidence, état matrimonial, niveau d'instruction, enregistrement de naissance à l'état civil, vaccination et contre Covid-19. Les caractéristiques du ménage en ce qui concerne la source d'approvisionnement en eau de boisson, le type de toilette utilisé, la possession des biens, l'utilisation des moustiquaires, le matériau de logement, notamment concernant la toiture, concernant les murs, concernant le sol et tout ça. Dans les questionnaires individuels femmes, qui étaient les questionnaires les plus costauds, si je peux parler ainsi, on a recherché les informations suivantes. La santé de l'enfant et l'état nutritionnel, les mariages et les activités sexuelles, les fistules, la mortalité adulte et la mortalité maternelle, l'emploi et le genre, le VIH-Sida, la fécondité à l'RDC diminue. Excellences, Mesdames et Messieurs, distingués invités, le rapport des indicateurs clés présentés officiellement ce jour constitue le premier livrable, comme cela a été dit, de la troisième enquête démographique et de santé sur la République démocratique du Congo, dont le rapport global est attendu d'ici décembre de cette année. Organisée tous les 10 ans depuis la période 2003-2004, période du lancement de la première enquête, l'enquête démographique et sanitaire se veut un aperçu de la physionomie démographique et sanitaire de notre pays. Comme pour les précédentes éditions, l'EDS RDC 3 permet d'étoffer les faisceaux des données statistiques à la disposition de l'État congolais, démarche qui, à terme, conduit au renforcement de la bonne gouvernance au sein de notre pays, condition sine qua non de toute ambition de développement durable et de toute possibilité d'élaboration, de mise en œuvre et d'évaluation de tout programme gouvernemental. Lancée depuis mars 2022, la présente enquête a connu plusieurs étapes. La plus cruciale d'entre elles ayant consisté en la collecte des données auprès d'un échantillon représentatif de 26 347 ménages à travers le territoire national. En effet, les contextes dans lesquels les données de l'EDS RDC 3 ont été collectées suscitaient de nombreuses inquiétudes au départ. Ceci en raison notamment de la coïncidence avec la période électorale, de l'insécurité rencontrée dans certaines provinces et enfin des contraintes climatiques imposées par la saison des pluies et des conséquences telles que celles liées à l'état des voiries ou encore aux inondations contraignant l'accès aux sites d'enquête ou encore aux ménages. À cet égard, je ne pourrais manquer de saluer, comme cela a été dit, la mémoire du docteur Judex, médecin directeur de l'hôpital de référence de Kalemi,
qui a tragiquement perdu la vie, emporté par les eaux d'une rivière débordée, alors qu'il s'est rendu vers un site d'enquête. Je vous remercie d'avoir observé le moment de recueillement demandé par Madame la directrice générale de l'Institut national de statistique. Excellences, Mesdames et Messieurs, distingués invités, c'est donc non sans fierté, compte tenu du contexte difficile ici de crise et des différents boulots d'étranglement rencontrés dans la réalisation de cette enquête, que je tiens à adresser mes vifs remerciements ainsi que mes sincères félicitations à toute l'équipe EDS RDC 3 et tout particulièrement au personnel de terrain, les enquêteurs et les agents biomarqueurs qui ont bravé tous ces obstacles et sont parvenus à enquêter 99% des ménages qui étaient retenus dans l'échantillon jusque dans les zones les moins accessibles de notre pays. Cet exploit démontre, si tant est encore le besoin, que notre pays dispose de l'expertise nécessaire pour réussir l'organisation d'enquêtes des grandes enquêtes. Aussi, je me réjouis de la régularité avec laquelle les enquêtes EDS et d'autres enquêtes d'envergure nationale sont menées, ceci au grand bénéfice de notre système statistique national et de la planification du développement qui appelle à être davantage renforcé par les recours aux données inclusives dans l'optique de réaliser la promesse de ne laisser personne de côté et de renforcer la résilience de l'État congolais dans les défis qu'elle rencontre dans sa quête de développement. En outre, cette prouesse nous encourage également dans cette volonté collectivement exprimée de procéder au lancement du deuxième recensement général de la population et de l'habitat, et dans la conviction qu'elle connaîtra, comme pour d'autres enquêtes, un franc succès. Excellences, Mesdames et Messieurs, distingués invités, bien qu'intermédiaires, puisque ne s'attardant que sur les indicateurs clés pouvant être dégagés dans cette enquête, le présent rapport peut déjà servir à la planification, à la mise en œuvre ainsi qu'à l'évaluation des programmes et des projets. En effet, les indicateurs clés permettent le suivi des tentatives, des tendances plutôt, et la réalisation des prévisions, ici notamment dans le domaine de la santé. En attendant le rapport global, qui fera l'objet d'une large diffusion à l'échelle nationale, le présent rapport nous introduit à un certain nombre de phénomènes et des tendances qui se dégagent de la physionomie démographique et sanitaire de notre pays et permet d'ores et déjà la réalisation d'études ou encore l'élaboration de mécanismes, voire des politiques qui auront pour but d'atténuer ou de maximiser, selon le cas, les effets des dits phénomènes. Ainsi, et pour clore mon propos, j'invite toutes les structures étatiques, non étatiques, et particulièrement celles se rapportant au domaine de la santé, de s'approprier les résultats du dit rapport dans les cadres des missions qui leur incombent. Excellences, Mesdames et Messieurs, distingués invités, je vous remercie de votre attention. Comme je l'avais dit tantôt, nous sommes bel et bien à l'hôtel Béatrice dans la ville-province de Kinshasa où venait de se tenir le premier atelier portant sur le rapport du troisième enquête démographique et de santé en République démocratique du Congo. Vous le savez tous que ces données sont hyper importantes pour les différentes politiques économiques. Politiques liées à la santé, liées à l'environnement, liées à l'agriculture. Vous verrez même dans les images, il y avait
le vice-premier ministre, le ministre du Plan et le vice-premier ministre de l'économie. Là, nous sommes sur ce plateau avec les coordonnateurs de cette structure qui est la 3e enquête démographique et de santé. Avec lui, nous allons aborder les différentes données qui ont été collectées et quels sont les résultats trouvés. Merci de continuer à nous suivre sur la chaîne nationale congolaise. Bienvenue à vous. Ben, je vais bien, malgré la voix un peu cassée. C'est normal, hein? C'est normal avec tout le temps que j'ai pris pour présenter ces données, mais je vais bien, ça va. Alors, pouvez-vous nous présenter cette 3e enquête démographique et de santé en République démocratique du Congo? La 3e enquête démographique et de santé dans notre pays, la phase de la collecte des données sur le terrain venait de se réaliser. Nous sommes maintenant dans la phase de l'analyse de ces données. Et c'est une enquête qui a été financée par 5 partenaires. Lesquels? La Banque mondiale, le Fonds mondial, l'USAID, l'UNICEF, le Fonds des Nations unies pour la population et le gouvernement congolais. Ceux qui ont mis la main dans les poches concernant cette enquête. Donc maintenant, on est en train d'analyser les données. Et ce qu'on a fait aujourd'hui, c'est présenter les principaux indicateurs clés. Il y a encore beaucoup de données que je n'ai pas présentées ici. Le travail d'analyse continue et je pense que dans quelques mois, je reviendrai à vous pour présenter les résultats du grand rapport, n'est-ce pas, de l'enquête démographique et de santé. Ce sont des enquêtes qui se tiennent pratiquement tous les 10 ans. La première, c'était en 2007, la deuxième en 2013 et la 3e, c'est celle-ci. Et je vais vous rappeler que vous m'avez déjà reçu sur votre plateau pour parler justement de l'enquête démographique et de santé, comment elle était en train de se dérouler. Voilà, aujourd'hui c'est la joie. On a réussi à avoir les données et Dieu merci, on y est arrivé. Quelles sont les données que vous avez collectées et qu'avez-vous constaté sur le terrain? Il y a beaucoup de données qu'on a collectées, énormément de données sur les hommes de 15 à 59 ans, sur les femmes de 15 à 49 ans, sur les enfants de 0 à 59 mois. Et donc, toutes ces données-là qu'on a collectées vont nous permettre de connaître la situation sociodémographique et sanitaire dans notre pays. Par exemple, pour la femme, on a demandé des informations concernant leur fécondité, le fait de procréer des enfants. On a posé des questions sur l'utilisation des méthodes contraceptives. On a posé des questions sur les préférences en matière de fécondité, c'est-à-dire est-ce qu'elles veulent encore avoir des enfants ou non. On a posé des questions sur leur état de santé. On a même prélevé des échantillons du sang. On a fait les tests sur l'hypertension, etc. Donc tout ça, on a eu toutes ces informations sur la femme et sur les hommes. Avec les enfants, on a fait des mesures qu'on appelle anthropométriques, c'est-à-dire qu'on a pris la taille et le poids de l'enfant, on a demandé si l'enfant était bien nourri, si elle était encore nourrie au sein ou pas, si elle souffrait de palu, si elle souffrait de la fièvre, si. Donc il y a vraiment beaucoup de données qu'on a collectées. Il y en a même des données qu'on a collectées pour la première fois dans ce pays. C'est la première fois qu'on a des données, par exemple, sur l'hypertension au niveau de l'ensemble de la République. Ce n'était pas encore fait depuis longtemps. Non, depuis, on ne collectait pas cette information-là. Il y a l'hypertension et il y a le diabète. Nous avons des données sur le diabète. Et parlant de diabète, on a vu, par exemple, que 4% de la population congolaise souffre de diabète. C'est beaucoup. C'est tout l'ensemble de la population congolaise. 4% des Congolais sont diabétiques. Ça, c'est extrêmement inquiétant. Et c'est quand nous allons donc analyser les données dans le cadre du grand rapport que nous saurons qu'est-ce qui explique un peu toutes ces choses-là, comment expliquer qu'il y ait tant de gens, quelles sont les causes, comment expliquer qu'il y ait tant de gens qui soient hypertendus, tant de gens qui... Et vous savez, l'assistance a émis l'information selon laquelle les hommes sont beaucoup plus hypertendus que les femmes. Curieusement, c'est quoi le problème? C'est quoi la cause? En décembre, il faut me poser la question. J'ai entendu dans la salle des gens qui disaient que c'est parce que les hommes portent plus de fardeaux que les femmes. C'est un peu ça qui a été dit. C'est ça qui a été dit. Plusieurs problèmes. Je ne sais pas si ça a un lien, mais on va voir si ça a un lien.
Mais économiquement, ça s'explique un peu. Oui, ça s'explique un peu, oui, peut-être, oui, parce que quand tu as beaucoup de femmes, tu es stressé, tu débourses un peu plus de moyens, peut-être des choses comme ça. Mais je ne peux pas aller plus loin. Attendons les grands rapports pour savoir qu'est-ce qui a dû se passer pour que les hommes soient plus départenus que les femmes. Qu'est-ce que vous avez constaté pour les femmes à l'âge de 59 mois et puis on a vu de 15 à 59 ans et voilà. C'était quoi le problème? Moi, je voudrais plutôt parler des filles adolescentes, n'est-ce pas? Des filles âgées de 15 à 19 ans. Vous avez vu, beaucoup de filles de 15 à 19 ans ont déjà procréé, ont déjà mis au monde. Et ça, c'est très inquiétant. C'est-à-dire que la fécondité adolescente, comme on l'appelle, est très élevée dans notre pays. Malgré le différent financement qui décourageait la naissance. Malgré tous les programmes qui existent pour pousser les jeunes à utiliser les méthodes contraceptives, mais on a vu là, il y a très peu de filles qui utilisent les méthodes contraceptives, très peu de jeunes garçons qui utilisent les méthodes contraceptives. C'est inquiétant qu'il y ait tant de jeunes filles de 15 à 19 ans qui soient enceintes au moment de l'enquête ou qui aient été enceintes. Vous voyez, 20% des filles ont déjà un bébé, un enfant, de filles adolescentes. Ça, c'est quand même grave. Parce que quand tu es enceinte à cet âge-là, bon, tu compromets la scolarisation, tu ne vas plus à l'école et ainsi de suite. Et donc, ces données-là, j'espère que les autorités vont se les approprier et mener les politiques qu'il faut. Mais après avoir obtenu ces résultats, qu'est-ce que vous pensez que les autorités peuvent faire en termes de politique économique? Première chose, c'est de s'approprier les données, c'est-à-dire de les connaître, de les analyser dans leur bureau, dans leur cabinet et de développer leur programme à partir de ces données-là. Le ministre de la Santé a vraiment de quoi, par exemple, préparer son prochain programme parce que nous avons des données sur base desquelles il peut maintenant se dire, bon, qu'est-ce qu'on doit faire pour la vaccination, qu'est-ce qu'on doit faire pour les palus, qu'est-ce qu'on doit faire pour les moustiquaires impériens, qu'est-ce qu'on doit faire pour l'utilisation du sel. Je n'ai pas donné cet indicateur-là, mais qu'est-ce qu'on doit faire partant de ces données-là. Donc les données sont d'abord là pour que les gens sachent. Vous savez, Diane, dans la vie de l'être humain, comme dans la vie d'une société, avant de planifier, avant de faire quelque chose, il faut savoir qu'est-ce qu'on est, qui on est, quelle est la situation de départ. Donc ces données ici nous présentent la situation de départ pour la planification. Nous sommes à ce niveau-là. Maintenant, à partir de ce niveau-là, c'est comme un miroir. C'est comme un miroir, c'est pour ça qu'on a parlé de la physionomie démographique et sanitaire de notre pays. Et la situation n'est pas très rose, comme vous l'avez remarqué. Il y a beaucoup de domaines dans lesquels on a chuté. Il y a quelques domaines dans lesquels ça s'est amélioré. Mais Lequel? Non, par exemple, sur la vaccination, on a chuté. Il y a vraiment de quoi se dire, mais qu'est-ce qui a dû se passer là? Sur l'instruction, ça s'est amélioré. Ça s'est amélioré quelque peu. Vous avez même vu que 8% des femmes ont un niveau universitaire. Seulement 8%. Ouais, mais non. C'est toute l'étendue de la République démocratique du Congo. 8%. Oui, mais les hommes, c'est 11%. Ah, mais c'est pas vrai. Et donc, là, parce que lorsqu'on va dans les universités, nous trouvons plus de femmes que d'hommes. Les données montrent que l'accès de la fille à l'enseignement jusqu'au niveau universitaire s'améliore. Ça s'améliore considérablement. 8% des femmes qui ont un niveau universitaire, on n'a pas... 8% c'est 100%. 8%, 8 sur 100, oui. Donc 8 femmes sur 100 ont un niveau universitaire. Il faut comparer ça avec les hommes. Les hommes, c'est seulement 11%. Et donc ça, c'est vraiment une très bonne chose. Il y a eu une avancée considérable concernant l'éducation de la jeune fille. Quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées au cours de ces enquêtes démographiques et de santé? On a été dans toutes les provinces, dans les 26 provinces. Dans un pays où le déplacement est très difficile. Envoyer les enquêteurs dans des zones où l'accès est très difficile, où il faut prendre la pirogue, il faut prendre la moto, il faut prendre ceci. Il y a eu beaucoup de cas d'accidentés de moto, n'est-ce pas? Et donc, ça n'a pas été facile, ça a été difficile. Et les enquêteurs ont souffert pour atteindre certains milieux, pour aller faire les enquêtes là-bas. Ils ont dû souffrir. La deuxième chose, c'est que l'enquête a été menée au moment du processus électoral. Il y a des enquêteurs qui se sont retrouvés
dans certains milieux d'enquête avec les politiciens qui faisaient campagne. C'est très difficile quand vous faites une enquête dans des conditions comme ça. Parce que pendant qu'il y a des politiciens qui font la campagne, vous allez demander aux gens de répondre à vos questions. Il y a un petit problème là. Sans motivation. Sans motivation. Parce que c'est ça, les enquêtes, on ne donne pas quelque chose aux enquêtés, on ne motive pas. Autre difficulté, c'est le fait que une bonne partie de la République est en guerre. Dans les zones, dans les provinces où il y a la guerre, ça n'a pas été facile. Mais nous sommes allés là-bas. Nous avons été dans les Massissi, nous avons été là où il y a la guerre, nous avons collecté les informations et vous avez vu, 99% des ménages ont répondu au questionnaire. Malgré ça, des ménages qui étaient tirés, on a pu y arriver et on a pu avoir des réponses. Donc ça, c'est une bonne appréciation qu'il faut avoir de cette enquête-là. Malheureusement, il y a eu quelques cas. Un cas d'un enquêteur qui était décédé, qui a été emporté par les eaux, parce que la pirogue où il était en voulant partir sur le terrain avait chaviré après une forte pluie et il a été emporté par les eaux. On regrette vraiment, et c'était un médecin de son état. Donc voilà des difficultés qu'on a rencontrées dans cette enquête, sans oublier que, vous savez, dans des enquêtes comme ça, les moyens ne sont jamais suffisants. Il y a toujours un peu plus de besoin en termes de moyens qu'on exprime, mais on a dû faire avec les moyens qu'on avait. Ce n'était pas des bords, mais parce que le pays est vaste. Pour faire une enquête dans ce pays, une enquête nationale, il faut beaucoup de moyens. 2 345 000 km², plus ou moins 100 millions d'habitants, selon les estimations. Même si votre échantillon est représentatif, mais il faut quand même qu'elle soit 26 540 ménages. Et nous, on a atteint 27 300. Donc, presque tous les ménages qui ont été échantillonnés ont été enquêtés. Mais nous aimerions comprendre quelque chose. Quelle différence avez-vous remarqué de la première enquête, de la seconde jusqu'à la troisième enquête? Quelle différence avez-vous remarqué? Y a-t-il des améliorations où on a continué à commettre les mêmes erreurs, pourquoi pas, avoir le même problème, les mêmes difficultés sans résoudre aucun problème? Je l'ai dit tout à l'heure, entre 2007 et 2023, 24, il y a des choses pour lesquelles on a avancé. L'instruction, on a amélioré. La mortalité des enfants, ça s'est amélioré un peu. C'est-à-dire qu'il y a un peu moins d'enfants qui meurent avant d'atteindre 5 ans. Là, il y a eu une petite amélioration. Quel autre domaine où il y a une petite... Mais d'autres domaines, c'est soit que ça a baissé, c'est soit que ça a vraiment baissé brutalement. Il y a même des domaines où, c'est pour ça qu'on revient encore au cas de la vaccination, il y a des domaines où on avait fait une avancée significative entre 2007 et 2013, et depuis 2013 jusqu'à 2024, ça a baissé pour ce qui est de la vaccination. Donc, ce sont des choses sur lesquelles on va raffiner les analyses pour savoir qu'est-ce qui a dû se passer, et j'espère qu'on va trouver une explication. Qu'est-ce que la population congolaise et les autorités, tout le gouvernement, peuvent retenir de cet atelier qui venait de se terminer aujourd'hui dans l'hôtel Béatrice, dans la ville-province de Kinshasa? Moi, je voudrais profiter de votre micro pour remercier toutes ces personnes qui ont accepté de répondre aux questions. Vous savez, les questions étaient difficiles et ça prenait du temps. Vous savez que, comme je l'ai dit, on a dû prélever du sang aux gens pour qu'on puisse faire des tests au laboratoire. Et les gens ont accepté de le faire pour qu'on puisse connaître leur situation. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui me fait chaud au cœur, de louable. Maintenant, c'est aux autorités politiques et à la population qu'il faut s'adresser. La population a accepté de dire quelle est sa situation, n'est-ce pas? Nous avons la situation de la population. Maintenant, il faut qu'on développe des programmes, qu'on développe des politiques pour faire face à cette situation qui n'est pas très heureuse. Ça, c'est vraiment mon message. Ces données s'adressent aux politiques et à ceux qui élaborent des programmes pour pouvoir voir comment améliorer la situation à partir de l'état qui vient d'être décrit dans ces données-là.
C'est vrai, on est à la fin. Vous pensez, qu'est-ce qui fait en sorte qu'il y a toujours un décalage entre le programme et la mise en œuvre de ce programme, ou encore ces données et la mise en pratique de politique à l'égard de ces statistiques? C'est toujours quoi le problème? Je pense que le problème, c'est qu'on élabore des programmes, on développe de bons programmes, on formule de bonnes politiques, mais il faut que les moyens suivent. Il faut qu'on mette maintenant à la disposition de ceux qui mettent en œuvre ce programme les moyens suffisants pour qu'on puisse arriver à des résultats probants. C'est notre première hypothèse sur ce qu'on a observé. Est-ce que les moyens qui ont été mis à la disposition des responsables du programme ont été suffisants pour que vraiment on arrive à une amélioration significative? Bon, ça, je ne peux pas y répondre. Il va falloir poursuivre les investigations. Jusqu'au mois de décembre. Jusqu'au mois de décembre. Ce n'est qu'une partie remise. C'est au mois de décembre qu'on saura le rapport final de cette troisième enquête démographique et de santé en République démocratique du Congo. Chose dite, chose faite, c'était de 2022 à 2023. Ces enquêtes ont pris fin, mais le rapport final sortira au mois de décembre. Nous serons encore avec le coordonnateur, monsieur le professeur Lututala. Nous vous disons merci de continuer à suivre la chaîne nationale congolaise. Au revoir et à très vite.